En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling. Et je viens de me poser dans le carré VIP avec l'hypnotiseur Cyril Arnaud. Merci d'être avec nous. Bonsoir et merci de m'avoir convié à cette émission encore. Cyril, avant d'être hypnotiseur, vous êtes surtout un grand fan de magie. Vous êtes né en région parisienne, mais vous avez grandi à Lyon et vous vous êtes fait connaître en habitant à Marseille. Du coup, Cyril Arnaud, vous vous sentez plus parisien, lyonnais ou marseillais? J'ai grandi à Lyon. J'ai vécu 18 mois, j'ai vécu 14 mois à Lyon, j'avais 21 ans. Non, moi je suis région parisienne, oui, passé de magie, oui, je suis devenu magicien, puis magicien mental. Et j'ai vécu à Lyon, on va dire, j'avais 23 ans, je suis remonté en région parisienne et ensuite je suis parti dans le sud de la France. Et du coup, est-ce que vous vous sentez un peu marseillais ou non, vraiment Ah non, du tout, non, parisien qui vit en grande banlieue, puisque... Oui, là c'est la banlieue large, oui. Ah, mais c'est 3h30 de train, donc quand on voit que les gens en voiture qui habitent en grande banlieue mettent 1h30 ou 2 heures pour aller rejoindre la capitale tous les matins et tous les soirs pour aller travailler, bon, ça va, je gère bien, je pense. Donc voilà, donc je vis la moitié du temps à Marseille et l'autre moitié du temps, je suis sur Paris. Cyril, pour revenir sur vous, déjà dans votre enfance, vous commencez à vous produire dans la rue ou dans votre jardin. À quoi ils ressemblaient vos premiers tours de magie? J'avais pas de jardin, on était en appartement dans la famille et en fait les premiers tours de magie c'est très simple. Les tout premiers, c'est un livre qu'on m'a, je crois que ma maman m'a offert. J'avais 7-8 ans. Mon livre de magie que j'ai d'ailleurs encore devant moi à la bibliothèque là. Et c'est que des petites bricoles avec des clous, des sucres, des morceaux de papier, des choses comme ça. Après, j'ai eu à 10 ans ma boîte de magie, où tout était en plastique à l'intérieur. Donc le temps de comprendre qu'effectivement c'est truqué, qu'il faut s'entraîner, qu'il faut lire la notice, et la relire et la travailler, ça prend un peu de temps. Et ensuite, sur mon chemin de vie, en fait, j'ai rencontré un magicien, j'avais 17 ans, et là, lui, donc Fabrice Anne, m'a donné une adresse d'un magasin à Paris dans le 5e arrondissement qui est très connu d'ailleurs et je sais pas si on peut le citer ou pas. Cyril, votre goût pour le spectacle il s'accentue durant votre adolescence, vous l'avez dit, alors que vous commencez à vous produire dans les scènes de village vacances près de chez vous. Oui, voilà, de mes 10 à mes 20 ans, nos parents nous emmenaient tous les ans, tous les étés en club de vacances. Donc bah voilà, à l'époque il y avait les spectacles des vacanciers et également des animateurs. Donc dès qu'il y avait spectacle des vacanciers, bah moi en fait j'avais 10 ans, je suis sorti de là, j'en avais 20. Donc tous les étés, c'était soit des sketchs, soit un peu d'initiation magie ou autre chose comme ça. Et j'ai commencé à prendre, on va dire, le goût de la scène, effectivement. Déjà à ce moment-là, vous saviez que votre métier tournerait forcément autour du monde de la magie? Non, du tout. Sincèrement, non, parce que quand on a 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, forcément, on est plutôt à l'écoute des parents qui nous disent, non, faut prendre un vrai métier. Et puis on n'a même pas accès en fait aux informations réelles. On n'est pas dans le même monde en fait. On est dans un monde, c'est plutôt famille modeste, donc on est dans nos schémas de pensée en fait, dans lesquels on dépend. On pense même pas, c'est même pas imaginable qu'on puisse faire ça un jour dans notre vie, quoi. Donc j'ai fait d'autres métiers, d'autres choses, mais par contre il y avait un lien tout le temps dans tout ce que j'ai pu faire. C'était le lien avec les clients, le lien avec le public. Qu'est-ce que vous avez fait comme autre métier qui ressemble à peu près à la magie? J'en ai fait plein. La liste serait longue, mais cette chose est très... 2-3 comme ça. Oh, j'ai été vendeur, j'ai été serveur, j'ai été animateur commercial, j'ai été commercial, j'ai été quoi aussi? Oula, plein d'autres choses en fait. Voilà. Et comment vous est venue cette passion pour l'hypnose? Cette passion pour l'hypnose, en fait, de mon cursus de magicien à magie mentale, je me suis ensuite intéressé au mentalisme. Je parle vraiment du mentalisme. On utilise vraiment la psychologie cognitive, l'analyse transactionnelle, la PNL et notamment donc l'hypnose. Et je dis ça parce qu'en fait, il y a des magiciens qui font des spectacles qui sont d'ailleurs très qualitatifs, qui prétendent utiliser le mentalisme, mais non, ce sont des tours de magie, qui reposent sur des gimmicks et des trucs. C'est quoi la différence, justement, Cyril Arnaud? C'est quoi la différence entre le mentalisme et l'hypnose? Alors, le mentalisme pur, on va reposer vraiment sur plein de disciplines, telles que la programmation neurolinguistique, qui utilise des outils pour le conscient, et l'hypnose, qui va agir sur l'inconscient de la personne, pour jouer sur les émotions, les perceptions, le changement de pensée, le changement, pourquoi pas, gérer ses émotions, etc. Alors, en spectacle avec l'hypnose,
on va plutôt être sur des effets de performance et de démontrer certaines choses. Alors après qu'on y mette une histoire ou pas. Et dans le domaine de l'accompagnement dit thérapeutique, on va plutôt employer l'hypnose pour permettre à une personne de faire un changement positif pour leur vie, pour leur perception. Voilà. Et donc l'hypnose fait partie du mentalisme. Voilà. Quand je dis mentalisme, c'est encore une fois le mentalisme pur, hein, pas les numéros de magie que l'on voit à la télé ou autres qui donnent une illusion de mentalisme. C'est totalement différent. Mais qui encore sont très bien réalisés. Justement, l'hypnose, comment ça marche, Cyril Arnaud? Est-ce que vous pouvez hypnotiser n'importe qui? Je sais que moi, vous pouvez m'hypnotiser, vous l'avez déjà fait, mais est-ce que vous pouvez hypnotiser n'importe qui vraiment? Oui, alors n'importe qui à partir du moment où on a une condition de moyen de temps. C'est-à-dire qu'en fait déjà la personne est volontaire, d'une part, c'est-à-dire qu'elle va venir nous voir en cabinet, elle va venir nous voir en spectacle, ou à vouloir simplement se prêter au jeu volontairement en cas d'une émission radio comme nous l'avons fait, ou émission télé, ou un show quelque part. Ensuite, certes en spectacle, on va devoir aller très rapide. Donc, on va du coup faire des tests de suggestibilité qu'on appelle plutôt de réceptivité pour le grand public. Et du coup, on va faire une technique d'entonnoir pour avoir très rapidement un petit panel de personnes qui sont plus rapidement que d'autres suggestibles. Voilà. En revanche, lorsqu'on est dans un accompagnement thérapeutique, on va devoir prendre le temps et s'adapter à la personne. Donc, si en spectacle, on ne prend que des personnes qui s'adaptent à notre manière de pratiquer, en revanche, en accompagnement thérapeutique, on va nous devoir s'adapter à la personne. C'est pour ça que c'est très important de bien se former à l'hypnose, de pouvoir pratiquer plusieurs techniques d'hypnose, que ce soit la plus basique, donc l'hypnose classique, ou l'hypnose rapide, ou l'hypnose ericksonienne, ou encore d'autres techniques d'hypnose, parce qu'après il y a eu des changements, des améliorations, et puis il y a le marketing qui s'y en est mêlé également, quoi. Votre passion, donc, ça reste quand même la scène, évidemment, Cyril Arnaud, le contact avec le public. Vous faites votre premier spectacle d'hypnose qui se nomme Hypnotique à 30 ans. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour mélanger l'hypnose et le spectacle? C'était pas évident au début? Ben, c'est pas ça, c'est que moi, l'hypnose, j'ai découvert vraiment en 2009. Donc en 2009, j'avais 33 ans. Le temps que je m'y intéresse de plus près et que je trouve la personne par qui je veux me faire former, on arrive en 2011. 2011, mon premier spectacle d'hypnose. Voilà, avant, j'étais magicien et magicien mental. En fait, ça paraît long, hein, mais c'est très court. Hein, les années passent très très vite. Donc voilà. Donc et puis maintenant, après moi 2011, après donc j'ai développé mon spectacle, mon site internet, etc. 2014, les premiers passages télé. Et à partir de ce moment-là, 2015-2016, il y a des effets de mode autour de l'hypnose qui commencent à se développer. Justement, Cyril Arnaud, les hypnotiseurs poussent un peu partout en France. Cyril Arnaud, pourquoi l'hypnose ça plaît autant aux gens? On le voit notamment, vos spectacles sont complets. Parce que c'est fascinant comme ça de claquer des doigts et de voir que des gens répondent un petit peu comme ça au doigt et à l'œil entre guillemets. Et c'est une fois qu'on comprend comment fonctionne l'hypnose qu'on s'aperçoit qu'il y a tout un travail de communication derrière, de la technique. Il faut instaurer une certaine confiance de la personne envers nous. Faut lui faire lâcher prise. Mais voilà, c'est moi ce que j'ai adoré dans l'hypnose, c'est qu'en fait il y a plus de conditions de matériel, d'endroit. Voilà, on fait de l'hypnose où on veut, quand on veut. À partir du moment où la personne qui est en face de nous l'accepte ou qu'elle le choisit. Donc en fait, moi, avec la magie, du coup, qui à la fin, on avait un petit peu marre de trimballer du matériel à droite et à gauche. Moi, j'étais vraiment beaucoup plus sur les émotions. En fait, moi, ce qui m'amuse et ce qui me fascine, c'est savoir ce que les gens pensent. C'est pas ce que les gens pensent. C'est faire ressortir cette petite magie qu'ils ont au plus profond d'eux-mêmes alors qu'ils n'en ont pas conscience. Et c'est un spectacle d'hypnose qu'on le voit le plus. Et quand on voit des gens qui sont totalement introvertis et qui montent sur scène, et c'est vraiment difficile de monter sur scène quand on est vraiment timide et tout ça, et de voir qu'à la fin du spectacle, voire même avant la fin, vers le milieu, qui sont totalement, je vais pas dire extravertis, mais beaucoup plus à l'aise, confiants, qui se laissent aller dans leurs paroles, dans leurs gestes, et qui pensent même vivre une certaine situation, et on voit dans leur regard, dans leur posture que ils vivent vraiment un instant magique, et cet instant-là va être ancré en eux. C'est ça qui est beau en fait. Cyril Arnaud, c'est pas faire de l'hypnose pour faire de l'hypnose en fait. C'est limite ça, ça m'intéresse plus vraiment. On va y revenir dans quelques instants. Vous l'avez dit, vos talents vous ont amené à la télévision dans des émissions regardées par plusieurs millions de téléspectateurs. C'est ce que nous évoquons ensemble dans la suite de la zone VIP dans Storytelling. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.
La zone VIP continue, nous sommes toujours avec l'hypnotiseur Cyril Arnaud. Cyril, après le succès de votre premier spectacle hypnotique le 4 décembre 2014, vous êtes invité à l'émission Touche pas à mon poste sur C8 qui va vous faire connaître du grand public. Est-ce qu'en vous lançant dans l'hypnose depuis plusieurs années auparavant, vous vous imaginiez finir à la télé devant plusieurs millions de téléspectateurs ? Ah non, loin de là, hein. Jamais j'aurais pu penser passer un jour à la télévision parce que c'est totalement une autre sphère et puis on se dit pourquoi moi, enfin voilà. Donc d'ailleurs faut savoir que j'avais été appelé le matin même pour faire cette émission le soir et j'ai eu du mal à réaliser en fait, hein. Même le matin j'ai cru que c'était des amis de Paris qui me faisaient un canular pour me faire monter sur Paris. Donc voilà, mais non c'était une chance incroyable et même si cette émission après était plus ou moins, enfin ce passage avait plus ou moins été discuté derrière. C'est ce qui m'a offert une certaine visibilité. Beaucoup de gens m'ont envoyé beaucoup de messages, alors des bons comme des moins bons. Mais curieusement, bien qu'il était très discuté ce passage, j'ai jamais eu autant de demandes en accompagnement thérapeutique que dans les autres passages. Donc c'est ça qui était très marrant en fait. Cyril Arnaud, vous parlez de ce passage, c'est parce qu'en fait Gilles Verdez, un des chroniqueurs de Touche pas à mon poste, s'est effondré en fait et a pleuré à chaudes larmes sur le plateau alors qu'il était sous hypnose. Après cet incident, en fait, c'est parce qu'il était très ému en fait. On a fait un effet hypnotique où il voyait sous hallucination donc que j'avais créé, il voyait sa compagne venir le voir à l'émission. Et en fait, c'est vrai qu'on l'entend pas vraiment, mais en fait on l'entend quand même normalement quand on prête l'oreille. Il le dit pour une fois, elle vient me voir. Donc en fait. J'ai appris plus tard qu'en fait elle venait jamais au plateau pour des raisons X ou Y et que lui tout ce qu'il espérait c'est qu'elle vienne le voir. Donc forcément quand il l'a vu sous hallucination là devant lui, il était très ému. Et en fait ce qu'il y a eu après en plus c'est que moi déjà j'avais une oreillette avec la production qui me donnait des directives, donc c'était pas forcément évident de travailler comme ça. Et Cyril Hanouna qui est pareil très adorable sur l'émission, avant, pendant, après, il a toujours été mais lui l'alpha du groupe a quand même un ascendant sur ses chroniqueurs, surtout sur Gilles Verdez. Et du coup, le côté ça va mon petit Gilles, quelque part c'était perçu comme ah mince, donc je dois m'inquiéter, donc ça ne va pas, donc je pleure davantage. Voilà, mais après c'est très bien passé après l'émission, j'ai eu des remerciements de tout le monde. Et c'est seulement le lendemain que forcément il faut toujours faire un buzz. C'est le problème de la télé d'aujourd'hui. Il faut faire du buzz pour du buzz. Donc forcément, ça a été plus ou moins un peu dramatisé, mais en tout cas, moi je n'ai jamais eu autant de demandes en spectacle et en accompagnement thérapeutique que ce passage-là. Alors qu'après il y en a eu des tas d'autres où on me voyait peut-être moins à l'antenne parce que on me mettait un peu en retrait, on me mettait un peu pas forcément en premier plan, mais en tout cas c'est ce passage-là qui m'a plus ou moins lancé. Mais justement, est-ce que ce passage, ça montre pas aussi un peu les limites de l'hypnose sur les images? On a l'impression que vous perdez le contrôle de Gilles Verdez. Est-ce que c'était le cas ou c'est les images qui ont été tournées d'une façon à faire le buzz? Je ne peux pas le prendre parce que d'une, je ne suis pas chez moi, je fais pas ce que je veux et que voilà, que je suis sur un plateau télé, donc j'essaye d'être un minimum discipliné et je ne sais pas si on me demande pas de le faire. Et encore une fois, je sais que moi, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'après on s'imagine pas la place du spectateur ou du téléspectateur en fait. Mais oui, maintenant bien sûr que 2014 donc 7 ans après, avec l'expérience bien sûr développée depuis, évidemment que je ferai différemment. Je couperai tout, je dis attendez stop, maintenant on va faire comme ça, je m'imposerai davantage. Mais là, faut se mettre à la place d'un jeune hypnotiseur qui a 3 ans d'hypnose derrière lui, c'est sa première télé, il a une oreillette dans les oreilles avec des directives. Et que moi je suis plutôt respectueux du plateau de télé. Donc si on me dit pas Cyril fait ça, moi je bouge pas. Et on m'avait donc plus ou moins j'étais très sage envers. Voilà. Après je sais très bien que moi je récupère les choses en coulisses de toute manière. Donc voilà. Vous l'avez dit, vous avez reçu beaucoup de critiques à la suite de ce passage, notamment par des professionnels. Comment vous l'avez vécu cette période au final? Je l'ai vécu, en fait, j'ai compris la dangerosité de la visibilité publique, en fait, sur la télé, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui peuvent forcément ne pas forcément être contents que ce soit nous et pas un autre, et pas eux d'ailleurs, que on est très vulnérable, puisque moi à l'époque, je travaillais un peu comme tout le monde, des vidéos, site internet en ligne, téléphone en ligne, et là je reçois des messages de plein de monde, des gens que je connais pas, des gens qui critiquent, des gens qui sont admiratifs, des gens qui me demandent en rendez-vous, des gens qui veulent absolument me voir pour arrêter de fumer ou pour etc. Des gens qui veulent me programmer en spectacle. Enfin, du coup, j'ai eu vraiment de tout. Donc, j'ai d'abord répondu à tous les mauvais messages entre guillemets,
et une fois que j'ai fait ça, j'ai traité après toutes les personnes qui m'ont félicité, encouragé, remercié, etc. Justement, après l'émission, en 2015, vous êtes retenu pour participer au casting de l'émission Hypnose le Grand Jeu. Vous êtes sélectionné parmi 30 hypnotiseurs pour être la vedette de l'émission. Est-ce que c'était une forme de reconnaissance de votre travail, cette victoire ? Alors oui, quelque part. En fait, je sais que moi j'étais appelé en mars en fait par cette émission, par cette production. En mars, on se fait déjà un premier point dans les bureaux. Et là, je leur explique plus ou moins qu'en fait l'hypnose, il y a quand même un protocole à respecter pour que ça se mette en place. Et du coup, il me faut pas les collègues de travail dans les bureaux, mais il me faut plutôt des gens, des candidats potentiels qui viennent vraiment l'esprit plutôt libéré, quoi. Donc du coup, ils m'ont reconvoqué quelques semaines après. On arrive déjà en avril, et là, en fait, effectivement, ils mettent en place un casting. Et là, on voit plusieurs personnes qui viennent pour un casting de jeu. Et là, on leur apprend sur place que c'est pour un jeu sous hypnose. Et voilà. Mais c'est en même temps dans ce temps-là que j'apprends du coup, il faut venir d'autres hypnotiseurs, mais sans que je les croise. Donc en fait, on était castés nous-mêmes en tant qu'hypnotiseurs, nous qui castions en même temps les candidats. Donc je sais que c'est moi qui ai fait le plus grand casting de candidats. Ça, ils me l'ont assez dit et répété. Et que au début, on est 30. Enfin, tout ça, j'ai su presque après. Hein. Au début, on était 30. Après, de 30, on est passé quasiment de suite à 15. De 15, on est passé à 10. Après, on est passé à 5. Puis, on n'était plus que 2. Et à la fin, j'ai été retenu. L'émission se passe mais sans que je croise jamais les autres hypnotiseurs. Il y en a qu'un qui a su qu'on était sur le même casting, donc il m'a envoyé un message, on s'est vu et tout ça. Mais sinon, je n'ai jamais enfin, je faisais en sorte que bien sûr qu'on ne se croise pas, c'était pas le but. L'émission s'est plutôt bien passée, vous avez été retenu, voilà, je vous l'ai dit, mais vous revenez évidemment à votre premier amour, le spectacle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, Cyril Arnaud, que lors de l'un de vos spectacles, aucune personne ne soit réceptive à l'hypnose ? Non, jamais. Par contre, ce qui m'est arrivé une fois, effectivement, c'est de jouer dans un théâtre, et pourtant c'était le théâtre de mon ancien producteur. Pas de communication, pas de pub sur cette date-là, je n'ai pas compris pourquoi. Enfin bref, j'arrive avec 25 personnes dans la salle, dont 15 qui viennent de ma part. Donc je ne peux pas toucher à ces 15 personnes. Ce sont des amis, c'est la famille, je vais pas les faire venir sur scène devant les 10 autres, je vais pas être crédible. Donc je suis obligé de travailler avec les 10 personnes qui sont là. Donc sur ces 10 personnes, j'en ai une. Voilà, alors bien sûr, je suis beaucoup plus technique, faut savoir qu'en hypnose, plus on a de monde dans la salle, plus c'est facile. Moins on a de monde, plus on doit être technique. C'est pour ça que ça met un certain temps de prendre des personnes et de les mettre sous hypnose. Donc sur ces 10 personnes, j'en choisis une et j'explique donc à la salle que ce jour-là, ça va être unique, ça va être un petit peu une exception pour eux. Ils ne vont pas voir le spectacle que tous les dimanches on voit d'habitude, mais on va voir un spectacle à part pour que tous ensemble, on fasse vivre à 7 personnes sur scène une belle aventure. Et du coup, on part en improvisation avec la régie. Et ben du coup, on a vécu quelque chose d'unique. La personne, elle a adoré vivre l'aventure qu'elle a vécue. Les gens dans la salle ont adoré vivre un spectacle que tous les autres n'avaient pas vécu, que ce soit les semaines précédentes ou les suivantes. Et voilà, du coup, ils sont revenus pour les dates d'après, quoi. Mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ce spectacle, Cyril Arnaud, ça s'appelle Expérience hypnotique. Ça a été encore une fois un carton. Vous partez en tournée partout en France, mais vous êtes coupé dans votre élan par un petit virus qu'on appelle le Covid-19. Est-ce que depuis vous avez Non, je suis coupé bien avant. Ah, bien avant. Je suis coupé bien avant par un procès qui va durer 3 ans et demi contre mon producteur de l'époque, qui ne me fait pas travailler ou qui ne me rémunère pas. Enfin bref. Vous êtes les premiers à qui je le dis, hein, quand même. Hein. Grosse avant-première sur l'émission de radio là. Voilà, du coup, c'est déjà storytelling. Voilà, je suis coupé dans mon élan très rapidement en juillet 2016 et du coup, alors bien sûr j'ai quand même une certaine notoriété, je suis demandé, mais je ne peux pas moi tant qu'au tribunal on me dit pas c'est bon que j'ai le droit de travailler parce qu'il y a un procès en cours, ben je montre pas le blanc donc je me débrouille comme je peux et c'est seulement en 2017 si je dis pas de bêtises, que je peux à nouveau officiellement travailler avec bien sûr l'autorisation du tribunal, parce qu'ils voient bien que c'est juste qu'il y a eu un désaccord entre 2 professionnels qui ne se sont pas attendus, même s'ils avaient forcément 100% raison, mais bon. Et c'est là que naît mon spectacle actuel qui s'appelle Hypnofolise. Et ce spectacle, est-ce que vous allez le jouer en tournée ou est-ce que vous allez rester plutôt en Île-de-France ? Hypnofolise a joué pour l'instant qu'en date unique. Il a joué au Trévise, il a joué alors il est né au Ménilmontant, déjà au théâtre du Ménilmontant qui était encore ouvert à l'époque. Il a joué au théâtre du Trévise,
Je l'ai joué récemment aux Enfants du Paradis et bien sûr en 2019, grâce à un autre producteur que j'ai rencontré entre-temps, qui m'a programmé au Trévis d'ailleurs et me produit pour que je puisse jouer à Avignon. Merci Cyril Arnaud. En plus de vos shows, vous avez aussi décidé de mettre votre talent au service des gens pour les aider. C'est ce qu'on découvre dans quelques minutes dans la dernière partie de la Zone VIP. Storytelling, l'émission qui vous raconte des histoires. Nous sommes toujours avec l'hypnotiseur Cyril Arnaud dans la Zone VIP. En 2017, Cyril, vous fondez Résilience Institut, votre institut de développement professionnel et personnel autour de l'hypnose et du langage non verbal. C'est quoi l'objectif de cet établissement ? Tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, en 2016, j'ai rencontré, des impondérables qui ont fait qu'il a fallu que je rebondisse d'une manière ou d'une autre. Et comme j'ai beaucoup de demandes en consultation, je me dis, pourquoi pas fonder un organisme. Donc en fait, le but premier était bien sûr de pouvoir officialiser les consultations, mais aussi de pouvoir former des gens à l'hypnose, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques d'hypnose et que la technique la plus basique, la fondamentale, la plus importante peut-être même, qui est l'hypnose classique, est pas forcément bien communiquée. Donc j'ai choisi de mettre en place cette formation qui dure 3 jours. Donc je fais 2 à 3 sessions par an quand il n'y a pas de virus et pas de pandémie. Mais donc voilà, l'hypnose classique. Et à côté, j'ai développé d'autres ateliers, d'autres formations. C'est ce qui permet donc de pouvoir former des gens à l'hypnose, de pouvoir également proposer des consultations et aussi des conférences autour de la communication, du non-verbal, de la gestion du stress, de la motivation collective, la cohésion d'équipe dans une entreprise, et également de pouvoir proposer des praticiens partenaires dans toute la France. Car moi, je reçois sur Paris, sur Aix-en-Provence, j'ai des possibilités également sur Lyon, mais des fois, je suis demandé par des personnes qui habitent dans d'autres régions. Et du coup, si je peux, je les renvoie vers d'autres praticiens que je connais et qui ont, on va dire, la même trame de travail, à savoir travailler sur la cause, sur l'origine du trouble, pour vraiment avoir un résultat efficace sur du long terme. Voilà, c'est un peu comme ça que moi je travaille en tout cas. Cyril Arnaud, on peut vraiment soigner les gens uniquement grâce à l'hypnose ? Alors déjà, on n'en les soigne pas, je préfère corriger parce que les gens ne sont pas malades. Ils ont juste besoin d'être accompagnés, d'être guidés avec un message qui va être totalement adapté à leur inconscient. Parce qu'on a tous un vécu, on a tous des épreuves de vie, on a tous un langage qui nous correspond et on a un système sensoriel, que ce soit la vue, le toucher, etc. On va être plutôt sensible à l'un ou à l'autre. Et donc le but, c'est de créer un univers qui va être en corrélation avec le vécu de la personne sous hypnose pour qu'elle puisse, cette personne-là, avec le respect de ses ressources, de ses valeurs, transformer ce qui est à transformer pour ensuite se reconstruire et rebondir davantage. Voilà. Alors après, ça peut être une phobie, ça peut être une addiction, ça peut être une angoisse, ça peut être la confiance en soi, ça peut être autre chose en fait. Mais on travaille vraiment avec la personne, avec tout ce qu'elle a déjà en elle en fait. Par exemple, pour donner un exemple concret, quelqu'un qui a eu un accident de voiture et qui est traumatisé à l'idée de repasser derrière un volant, vous pouvez l'aider à redevenir un bon conducteur ? Alors non seulement on va lui permettre de redevenir un bon conducteur, mais il sera même meilleur qu'avant. En fait, c'est le but de la résilience, c'est de devenir plus fort qu'avant le trauma en fait. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce mot, Résilience Institut, parce que tout ce qui est que ce soit de la formation, de la conférence, de la consultation, la trame de fond, c'est vraiment de pouvoir rebondir. Que la personne vienne pour une reconversion ou pas, peu importe, on la forme pour vraiment qu'elle puisse ensuite être, je vais pas dire surcompétente, mais qu'elle soit vraiment confiante en elle, dans l'exercice de ses nouvelles capacités, ou qu'elle puisse en sortie de consultation devenir beaucoup plus à l'aise avec sa personne, ou que ce soit en atelier ou en accompagnement d'une entreprise, par exemple par rapport aux employés ou autres, que du coup il y a une synergie qui s'installe beaucoup plus forte que si on avait fait avec un autre moyen en fait. Donc il n'y a pas forcément que l'hypnose, c'est beaucoup d'outils de communication, de programmation neurolinguistique, des langages de suggestion, de persuasion, etc., etc. Vous l'avez dit, vous proposez des formations à l'hypnose classique et à l'hypnose ericksonienne. Pour expliquer simplement à des gens comme moi par exemple qui connaissent rien sur ça, c'est quoi la différence entre les deux ? Alors l'hypnose classique, c'est l'hypnose, on va dire, la plus ancienne, la plus originelle qui soit. Donc c'est un protocole universel qui va vous permettre de pouvoir plonger une personne ou un groupe de personnes dans un état modifié de conscience, donc que l'on appelle l'hypnose. Et pendant cet état modifié de conscience, on va lui pouvoir proposer à cette personne ou ce groupe de personnes des suggestions afin de pouvoir proposer des effets ou des transformations.
Donc en spectacle, on voit des effets, on va dire, impressionnants pour la démonstration. En accompagnement thérapeutique, ce sera plutôt changer des perceptions, voir ressentir des choses dans le corps et dans le mental ou autour de soi de manière différente pour avoir une autre réalité, un autre schéma de pensée pour aller mieux, on va dire. Voilà. Et en fait, avec les années qui ont découlé, parce qu'il faut savoir que l'hypnose date de l'ancienne Égypte, il y a tout un tas d'hypnotiseurs qui se sont essayés à différentes choses, même des psychanalystes comme Freud, et du coup, ils ont plus ou moins rejeté leurs pattes. Jusqu'à arriver au XXe siècle, où Milton Erickson, atteint d'une grave maladie à 17 ans, utilise l'hypnose classique et va l'adapter avec son propre ressenti, sa propre capacité d'analyse et d'écoute, et va donc en faire une méthode plus subtile, un peu plus longue, plus douce, et va donc créer cette fameuse hypnose ericksonienne. Voilà. Et puis après, il y a tout un tas d'autres hypnotiseurs et hypnopraticiens qui auront modifié avec le temps des choses. On aura trouvé le moyen de pouvoir compresser la méthode classique de manière à faire de l'hypnose rapide, avec une méthode de pattern et un approfondissement. Puis après, on va en faire de l'instantané. Après, l'ericksonienne a été déroutée pour faire un peu de l'humaniste. Enfin, il y a tout un tas de techniques d'hypnose par rapport à chacun apporte sa recette, en fait. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu une recette de gâteau initiale, mais à chaque fois que ça passe de main en main, chacun apporte sa petite touche. Voilà, et ça change de nom, et ça change de procédé. C'est plus rapide, c'est plus subtil, ou c'est sans parole. Par exemple, l'hypnose magnétique, on n'utilise plus la voix, on n'utilise que de l'énergie magnétique et corporelle, etc. Enfin voilà. Alors plus surprenant, voilà, en plus d'apprendre ce genre de formation, vous proposez aussi des formations spectacles pour des jeunes hypnotiseurs. Vous n'avez pas peur qu'un jour les élèves dépassent le maître ? Bah, c'est un peu la règle du jeu, mais non. Alors moi, je propose plutôt un atelier. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui s'exercent déjà dans le spectacle, qui ont déjà des connaissances de l'hypnose et du spectacle. On va simplement, par cet atelier-là, leur proposer des petits exercices de perfectionnement pour avoir un peu plus d'intelligibilité dans le déroulé du spectacle, pour créer une histoire, pour créer un lien avec le public, pour être un peu plus à l'aise sur scène, pour être un peu plus à l'aise dans la fluidité des effets et des enchaînements. C'est un peu des choses comme ça. Tout comme on propose également un atelier pour optimiser les résultats dans l'accompagnement thérapeutique. Alors je dis pas que les gens n'y arrivent pas, puisque des fois on peut le faire en moins de séances en fait. Et si on gagne du temps sur le nombre de séances, bah ça fait économiser du temps et de l'argent également à la personne que l'on reçoit. Ou en revanche, on peut aussi mettre moins d'énergie dans la consultation. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'être fatigué au bout de 1 ou 2 ou 3 séances, bah en fait, si on gagne de l'énergie, on sera plus efficace. Ou alors on peut mettre plus de séances dans la journée. Donc tout ça, ça peut également permettre à l'hypnopraticien ou hypnopraticienne d'être plus performante, plus énergique. Pour revenir sur votre actualité à vous, Cyril Arnaud, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Est-ce que vous serez plus praticien ? Est-ce que vous serez plus showman ? Qu'est-ce qui vous attend ? Bah là, le problème, c'est que la conjoncture que l'on traverse actuellement depuis 2 ans, c'est très compliqué pour le milieu du spectacle et de l'événementiel, parce que nous sommes pas tous comme le gouvernement le croit, on n'est pas tous intermittents du spectacle et on est parfois entrepreneurs, et que bah du coup plus d'aide depuis le mois de juin, parce que même si les théâtres sont rouverts, n'est pas tous programmés, et que même si les événements sont autorisés, c'est pas pour ça qu'ils sont organisés. Donc pour l'instant, on va dire que c'est 50-50 entre des prestations d'entreprise et également de l'accompagnement thérapeutique. Pour l'instant, c'est essentiellement ça. Je vais certainement lancer une formation parce que je commence à avoir de la demande en avril ou au mois de mai, très certainement sur Aix-en-Provence, je pense. Donc une session de formation hypnose classique qui se déroule en 3 jours. Voilà, pour l'instant, ça va être un peu ça l'actualité. Et puis après, bien sûr, on n'est pas à l'abri que du jour au lendemain, c'est ça l'événementiel et le spectacle. On est demandé dans les mois à venir ou la semaine à venir pour un spectacle ou une démonstration. Mais après, on peut le dire maintenant, vous serez bien présent au Salon international de l'agriculture du 26 février au 6 mars. Mais avec grand plaisir. Oui, parce que ce salon qui était en plein Covid il y a 2 ans, en fait, ça a même fermé le dernier jour. Comme si on avait été un jour près. Donc du coup, pas de salon l'année dernière. Donc je pense que cette année, c'est un gros salon. Et je vais pouvoir vous retrouver mes amis de l'ESJ et également mon ami Jean-Paul Hébrard qui est d'autres filiales autour de l'agriculture et des agriculteurs. Donc oui, il y aura une émission le 4 mars qui s'appelle Les agriculteurs ont du cœur. On sera plusieurs artistes à défendre ces causes-là et à faire chacun nos démonstrations par rapport à nos compétences et puis peut-être qu'il y aura également d'autres surprises avant cette date-là.
Merci d'avoir été notre invité dans la zone VIP, Cyril Arnaud. Eh bien, on vous merci à retrouve vous, très surtout. vite pour le SIA où vous pourrez montrer l'étendue de vos talents. Bonne soirée. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.